Le 2 novembre, une date habituellement vouée au recueillement, le Burkina Faso a connu un basculement inattendu et profondément symbolique. Ce jour-là, au lieu d'un rituel mémoriel figé, une parole présidentielle a introduit une rupture sociale explicite, opposant le poids des traditions à une promesse de transformation immédiate. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi ce moment précis pour placer la question de la dignité humaine, et en particulier celle des femmes, au centre du débat national burkinabé ? Derrière ce discours, un pays s'est retrouvé face à lui-même. Ce qui se joue après le 2 novembre dépasse largement un discours isolé ou une séquence médiatique passagère. L'enjeu central est simple mais décisif. Comprendre si la parole présidentielle peut réellement déplacer des normes sociales profondément ancrées sans fracturer la cohésion du pays. Pour le Burkina Faso, il s'agit d'un test de maturité collective face à un projet de transformation qui touche à l'intime, à la famille, à l'école et au rôle des femmes dans l'espace public. La promesse implicite est claire, si les mots se traduisent en actes, alors des millions de trajectoires individuelles pourraient changer. Accès à l'éducation, sécurité sanitaire, autonomie économique, ces dimensions ne relèvent pas de l'idéologie, mais du quotidien concret des Burkinabés. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré ne parle pas seulement comme chef d'État, mais comme déclencheur d'un débat national longtemps différé. Pour le spectateur, l'intérêt est précis, distinguer l'élan symbolique de l'impact réel et mesurer si ce moment marque une rupture durable ou un simple pic d'attention. Car derrière la promesse, le risque est tout aussi réel, celui d'un rejet social ou d'un essoufflement rapide. Dans les heures qui ont suivi le discours du 2 novembre, un signal rare est apparu. Les radios régionales ont consacré l'intégralité de leurs bulletins aux paroles présidentielles, tandis que les extraits circulaient massivement jusque dans les zones rurales du Sahel. Cette réaction immédiate est d'autant plus frappante qu'elle s'est produite dans un pays habituellement marqué par une forte retenue médiatique. En parallèle, 3 indicateurs commencent déjà à émerger dans le débat public. Une hausse de la scolarisation des filles, une amélioration de l'accès aux soins maternels et une mobilisation économique féminine inédite. Pour comprendre cette onde de choc, il faut replacer l'événement dans son contexte social et historique. Depuis des décennies, le Burkina Faso évolue dans un cadre où les traditions patriarcales ont structuré les rôles sociaux, reléguant souvent les femmes à des positions silencieuses et vulnérables. Les crises sécuritaires, l'isolement de nombreuses régions rurales et la fermeture prolongée des écoles ont renforcé ce statu quo, donnant le sentiment que toute transformation profonde était hors de portée. C'est précisément ce verrou que le discours d'Ibrahim Traoré a cherché à faire sauter. Plutôt que de se limiter à une dénonciation morale, il a exposé les mécanismes qui entretiennent la violence structurelle, en particulier celle exercée contre les femmes. Cette approche, plus analytique que symbolique, explique en partie pourquoi le message a trouvé un écho aussi rapide. Il ne s'agissait pas seulement d'un appel à l'émotion, mais d'une remise en cause directe d'un système social accepté depuis trop longtemps. Le pays s'est ainsi retrouvé à un carrefour. Pour certains, ce moment représente une libération attendue. Pour d'autres, une source d'inquiétude face à un changement jugé trop rapide. Mais une chose est désormais acquise. Le 2 novembre n'a pas été un discours ordinaire, il a ouvert une brèche dans un ordre social que beaucoup pensaient immuable. Pour saisir pourquoi ce discours a produit un tel effet, il faut s'arrêter sur la figure qu'il a portée. Ibrahim Traoré n'incarne pas le profil classique d'un dirigeant éloigné des réalités sociales. Ancien militaire propulsé au pouvoir dans un contexte de crise profonde, il s'est construit une légitimité fondée sur la proximité, le terrain et une parole directe, souvent perçue comme plus authentique que celle des élites politiques traditionnelles. Cette singularité explique en partie pourquoi ces mots ont trouvé un écho immédiat au-delà des cercles institutionnels. Les premières répercussions ont été visibles dès le lendemain du discours. À Waïgouya, des enseignants ont spontanément organisé des cercles de parole dans des établissements scolaires, permettant à de jeunes filles d'aborder publiquement des sujets longtemps tus, comme les violences domestiques ou les mariages forcés. Ce type d'initiative, modeste en apparence, marque une rupture importante dans des espaces où le silence était la norme. Dans plusieurs villages du Sahel, des associations communautaires ont également relayé les paroles présidentielles.
Le message, initialement destiné à la nation entière, a été reformulé, discuté et approprié à l'échelle locale. Pour la première fois, des femmes ont pris la parole lors de réunions communautaires, non pas comme exception symbolique, mais comme actrices légitimes du débat social. Ces signaux précoces ne constituent pas encore une transformation structurelle, mais ils révèlent un déplacement du cadre mental collectif. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme l'architecte unique du changement que comme le déclencheur d'une dynamique latente. Le discours n'a pas créé ex nihilo une volonté de transformation. Il a rendu visible ce qui existait déjà, sans espace pour s'exprimer. En quelques jours, la question n'était plus seulement politique, elle devenait sociale. Avant le 2 novembre, la question des violences faites aux femmes et des inégalités de genre restait largement cantonnée à des cercles militants ou à des rapports institutionnels peu relayés. Elle existait, mais sans véritable centralité politique. Après le discours, l'ordre des priorités s'est déplacé brutalement. En quelques heures, ce qui relevait du non-dit est devenu un sujet frontal, assumé au plus haut niveau de l'État et repris par l'ensemble de l'espace médiatique national. La première phase de cette séquence est celle de l'activation symbolique. Le discours d'Ibrahim Traoré, prononcé lors d'une journée commémorative, a volontairement rompu avec le ton attendu. Là où le pays s'attendait à une parole tournée vers le passé, le président a projeté un avenir conditionné à une remise en cause des structures sociales existantes. Cette dissonance a créé un effet de choc. Le message n'a pas été perçu comme un rituel de plus, mais comme une déclaration de rupture. Vient ensuite la phase de montée en intensité. Dans les heures qui ont suivi, les radios régionales ont diffusé en boucle des extraits du discours, parfois sans autre commentaire. Les réseaux communautaires, notamment dans les zones rurales du Sahel, ont relayé ces paroles sous forme de discussions collectives, de débats improvisés et de réunions locales. Ce phénomène est inhabituel dans un pays où les sujets liés aux violences domestiques étaient souvent traités avec prudence, voire évités. Le discours a servi de point d'appui légitime pour aborder publiquement des réalités jusque-là confinées à la sphère privée. La troisième phase correspond aux premières traductions concrètes. Dès les jours suivants, plusieurs ministères ont annoncé des initiatives ciblées. Le secteur de l'éducation a mis en avant la réouverture et la création d'écoles secondaires dans les zones rurales, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. Dans le domaine de la santé, l'ouverture de nouveaux centres et le renforcement de la formation des sages-femmes ont été présentés comme des réponses directes aux enjeux soulevés par le président. Ces annonces, bien que prudentes, ont donné un signal clair. La parole présidentielle devait s'incarner dans des mesures visibles. La phase suivante est celle des répliques et des résistances. Rapidement, des voix conservatrices se sont exprimées, notamment parmi certains chefs coutumiers et responsables religieux. Leur inquiétude portait moins sur les objectifs affichés que sur la rapidité du changement proposé. Pour eux, une remise en cause trop directe des rôles traditionnels risquait de fragiliser la cohésion sociale. Cette opposition, prévisible, a révélé que la séquence enclenchée par Ibrahim Traoré ne serait ni linéaire ni consensuelle. Enfin, la dernière phase observable est celle de la stabilisation provisoire. Après l'intensité médiatique initiale, le débat s'est installé dans la durée. Les discussions se sont déplacées vers les communautés locales, les écoles, les familles. Le discours du 2 novembre n'est plus un événement ponctuel, mais une référence récurrente dans les échanges sociaux. Cette persistance est peut-être l'indicateur le plus significatif. La séquence n'a pas seulement produit un pic d'attention, elle a modifié l'agenda collectif. À ce stade, la dynamique reste fragile, mais une ligne a été franchie. Le pays est passé d'un silence structurel à une confrontation ouverte avec ses propres normes, et ce basculement, amorcé en quelques heures, continue de produire ses effets. Avant le discours du 2 novembre, les indicateurs sociaux liés aux femmes progressaient lentement, souvent de manière fragmentée. Après les premières réformes, plusieurs courbes commencent à changer de pente. Ce glissement mesurable, encore partiel, permet d'évaluer si la promesse politique s'est traduite en dynamique concrète. 3 chiffres, issus des premières données disponibles, structurent cette lecture. Le premier,
concerne l'éducation. Entre 2025 et 2026, l'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales a augmenté de 25%. Autrement dit, l'école devient un investissement familial, non plus une option marginale. Ce chiffre est significatif dans un contexte où l'éducation secondaire des filles était historiquement freinée par la distance, le coût et les normes sociales. L'augmentation ne traduit pas seulement une capacité logistique accrue, mais un changement de perception au sein des familles rurales. L'éducation commence à être envisagée comme un levier d'avenir, plutôt que comme une rupture avec l'ordre établi. Le deuxième indicateur touche à la santé maternelle. En 2027, la mortalité maternelle a reculé de 18%. Cela signifie que l'accès aux soins réduit directement les risques vitaux liés à l'accouchement. Cette baisse intervient après l'ouverture de nouveaux centres de santé et la formation ciblée de sages-femmes, dans des zones auparavant sous-desservies. Dans un pays où l'accouchement restait souvent un moment à haut risque, cette évolution constitue un signal fort. Elle suggère que les politiques de santé publique, lorsqu'elles sont territorialement adaptées, peuvent produire des effets rapides et mesurables. Le troisième chiffre concerne l'économie. Entre 2026 et 2028, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation rurale. Dans les faits, le revenu féminin modifie durablement les équilibres économiques et familiaux. Cette donnée dépasse la simple création d'emplois. Elle indique une recomposition de l'économie locale, où les femmes deviennent des actrices visibles de la production et de la consommation. L'impact est double, stimulation des marchés locaux et renforcement de l'autonomie financière féminine, avec des répercussions directes sur les rapports sociaux au sein des foyers. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Ils montrent que les réformes impulsées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des annonces, mais s'inscrivent dans des dispositifs capables de produire des résultats observables. Toutefois, ces données restent des jalons, non des aboutissements. Elles couvrent certaines régions, certains secteurs, à des rythmes inégaux. La prudence s'impose donc dans l'interprétation. Une hausse de 25% de la scolarisation ne signifie pas une universalisation. Une baisse de 18% de la mortalité maternelle ne garantit pas une égalité d'accès aux soins. Et 50 000 emplois, aussi structurants soient-ils, ne suffisent pas à transformer seuls l'ensemble de l'économie nationale. Mais ces écarts mesurés entre un avant et un après indiquent une chose essentielle. La dynamique enclenchée est réelle. La question centrale devient alors la suivante. Ces tendances peuvent-elles être consolidées et étendues sans se heurter à des résistances sociales capables d'en freiner l'élan ? Les réformes engagées après le 2 novembre ont rapidement cristallisé deux lectures antagonistes de l'avenir du Burkina Faso. Les partisans du changement avancent un argument central. Sans transformation profonde des rapports de genre, aucun développement durable n'est possible. Pour eux, l'augmentation de la scolarisation des filles, la baisse de la mortalité maternelle et l'intégration économique de dizaines de milliers de femmes constituent des preuves concrètes que l'investissement social produit des rendements collectifs. Dans cette perspective, les réformes portées par Ibrahim Traoré ne sont pas idéologiques, mais pragmatiques. Elles répondent à des besoins structurels longtemps ignorés. Un second argument en faveur des réformes insiste sur la temporalité. Selon cette lecture, le Burkina Faso ne dispose plus du luxe de l'attentisme. Les crises sécuritaires, économiques et sociales ont fragilisé les équilibres traditionnels. Retarder la transformation reviendrait à prolonger un système déjà en tension. Les partisans estiment donc que l'audace politique est une condition nécessaire pour éviter une stagnation prolongée. Face à cette vision, l'opposition conservatrice développe une critique tout aussi structurée. Son premier argument porte sur le risque de rupture sociale. Dans de nombreuses régions rurales, les rôles traditionnels sont profondément ancrés et structurent la cohésion communautaire. Une remise en cause trop rapide de ces normes pourrait provoquer des résistances actives, voire des conflits locaux. Pour ces acteurs, le danger ne réside pas dans l'objectif d'égalité, mais dans la vitesse et la méthode de mise en œuvre. Le second argument concerne la légitimité culturelle. Certains chefs coutumiers et responsables religieux
estiment que les réformes, perçues comme inspirées de modèles extérieurs, pourraient affaiblir les référents locaux. Ils craignent une déconnexion entre les politiques publiques et les réalités sociales, ce qui risquerait de discréditer durablement l'action de l'État. Le point d'équilibre se situe probablement entre ces deux pôles. La réussite du projet d'Ibrahim Traoré dépendra moins de la radicalité du discours que de sa capacité à intégrer un dialogue progressif avec les communautés concernées. Les données montrent que le changement est possible. L'enjeu est désormais de le rendre socialement soutenable. Ce basculement intervient lorsque la parole du 2 novembre quitte le registre symbolique pour entrer dans celui des structures durables. L'annonce de la création d'une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes marque ce point de pivot. Pour la première fois, le message porté par Ibrahim Traoré s'inscrit dans un cadre institutionnel précis, doté d'un mandat, de partenaires et d'un horizon temporel clair. Ce changement d'échelle est déterminant. Il signifie que la transformation sociale n'est plus seulement portée par l'émotion collective ou par l'adhésion populaire spontanée, mais par des mécanismes capables de survivre au cycle médiatique. Le partenariat avec des organisations internationales, notamment dans le champ de la santé et de la protection sociale, renforce cette impression de durabilité. Le sujet cesse d'être exclusivement national. Il s'inscrit désormais dans un dialogue plus large, régional et international. Cette institutionnalisation modifie également la nature des résistances. Les oppositions ne s'adressent plus uniquement à un discours, mais à des dispositifs concrets. Le débat se déplace alors vers des questions de gouvernance, de suivi et d'efficacité. Comment mesurer les résultats? Comment adapter les politiques aux réalités locales sans les vider de leur ambition initiale? À ce stade, une ligne invisible est franchie. Le projet n'est plus réversible sans coup politique. Ce moment, discret en apparence, redéfinit la trajectoire du pays bien plus durablement qu'un discours, aussi marquant soit-il. Les effets du tournant engagé après le 2 novembre ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient mais différemment selon les acteurs, les territoires et les positions sociales. Observer ces conséquences par groupe permet de mesurer la profondeur réelle du changement au-delà des annonces et des chiffres agrégés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 4 sphères clés sont directement touchées. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. Les ministères concernés, en particulier ceux de l'éducation et de la santé, sont contraints de passer d'une logique de pilotage administratif à une logique de résultat. Les politiques publiques ne peuvent plus se contenter d'exister sur le papier. Elles doivent produire des effets mesurables. Cette pression nouvelle modifie les priorités budgétaires, les mécanismes de suivi et la manière dont l'action publique est évaluée par l'opinion. Du côté du tissu économique, les changements sont plus visibles à l'échelle locale. L'intégration de dizaines de milliers de femmes dans les usines de transformation rurale redessine les circuits de consommation. Les revenus féminins soutiennent les marchés locaux, stabilisent les foyers et réduisent la dépendance économique au secteur informel. Cette dynamique crée un effet d'entraînement. Là où l'activité féminine progresse, les services annexes se développent, de la distribution à la formation professionnelle. Pour les femmes, l'impact est à la fois matériel et symbolique. L'accès accru à l'éducation secondaire ouvre des perspectives nouvelles, non seulement en termes d'emploi, mais aussi de participation sociale. La baisse de la mortalité maternelle renforce le sentiment de sécurité autour de la maternité, longtemps vécue comme une épreuve à haut risque. L'autonomie financière, même partielle, modifie les rapports de force au sein des familles et légitime une prise de parole plus affirmée dans l'espace communautaire. Les communautés rurales, enfin, constituant le terrain le plus sensible, dans certains villages, les réformes sont perçues comme une opportunité d'amélioration concrète des conditions de vie. Dans d'autres, elles suscitent des inquiétudes liées à la remise en cause des équilibres traditionnels. Ce contraste explique la coexistence d'adhésion enthousiaste et de résistance prudente. La transformation n'y est ni linéaire ni homogène, elle avance par ajustements successifs, discussions locales et compromis implicites. Ces effets différenciés montrent que le processus enclenché ne se résume pas à une politique sectorielle.
Il agit comme un révélateur des tensions, mais aussi des capacités d'adaptation de la société burkinabé. À ce stade, l'héritage d'Ibrahim Traoré ne se mesure pas seulement à ce qui a été changé, mais à ce qui est désormais impossible à ignorer. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution des réformes engagées dessine 3 scénarios distincts, chacun dépendant de la vitesse d'application, de l'adhésion sociale et de la capacité de l'État à gérer les résistances. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture pour comprendre les marges de manœuvre réelles du Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Le scénario central, le plus probable, est celui d'une progression stable. Les politiques éducatives poursuivent leur déploiement avec une augmentation continue mais modérée de la scolarisation des filles dans les zones rurales. Les infrastructures de santé se consolident progressivement, améliorant l'accès aux soins sans rupture spectaculaire. Les emplois féminins dans les usines de transformation se stabilisent et commencent à structurer des écosystèmes économiques locaux durables. Les résistances sociales persistent, mais elles sont contenues par le dialogue communautaire et l'observation de bénéfices concrets. Le pays avance, lentement mais sûrement, vers un nouvel équilibre. Un second scénario, plus optimiste, repose sur un effet d'entraînement accéléré. Dans cette configuration, les résultats initiaux renforcent la confiance collective. Les familles investissent davantage dans l'éducation des filles, les programmes de santé gagnent en efficacité grâce à une meilleure coordination et l'économie rurale attire de nouveaux investissements. Le Burkina Faso commence alors à être perçu comme un modèle régional de transformation sociale progressive. Cette trajectoire suppose toutefois une forte capacité de pilotage et une communication constante pour éviter les fractures internes. Le scénario le plus délicat est celui du ralentissement. Ici, les résistances conservatrices s'intensifient, notamment dans certaines zones rurales où les normes traditionnelles restent dominantes. Les initiatives éducatives peinent à maintenir leur rythme. Les usines rencontrent des difficultés de recrutement et la défiance sociale freine l'appropriation locale des réformes. Le changement ne disparaît pas, mais il devient fragmenté, inégal et plus conflictuel. Cette trajectoire n'annule pas les avancées, mais elle en limite la portée et accroît le coût politique de chaque pas supplémentaire. Ces 3 scénarios partagent un point commun. Aucun retour complet en arrière n'est envisageable sans conséquences majeures. Le débat est désormais installé. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso doit changer, mais comment il choisira de gérer la cadence et la profondeur de cette transformation. Au-delà des indicateurs nationaux et des scénarios politiques, les réformes engagées se traduisent avant tout dans la vie quotidienne des Burkinabés. Leur impact varie selon les trajectoires individuelles. Mais un point commun émerge, le sentiment que des possibles jusque-là fermés commencent à s'ouvrir. Cette perception, diffuse mais persistante, constitue l'un des effets les plus profonds de la dynamique impulsée par Ibrahim Traoré. Pour les jeunes filles, l'école devient progressivement autre chose qu'une parenthèse fragile. Là où l'abandon scolaire était souvent considéré comme inévitable, la poursuite des études secondaires commence à s'inscrire dans l'horizon familial. Chaque année scolaire complétée renforce l'idée qu'un avenir différent est envisageable, non seulement en termes d'emploi, mais aussi de choix de vie et de participation sociale. Pour les femmes adultes, l'accès à un revenu régulier modifie les équilibres domestiques. Travailler dans une usine de transformation ou bénéficier d'un emploi local ne signifie pas seulement gagner de l'argent. Cela confère une légitimité nouvelle dans les décisions familiales. Les discussions autour de la santé, de l'éducation des enfants ou des dépenses quotidiennes prennent une dimension plus collective. Cette évolution reste progressive, parfois conflictuelle, mais elle s'ancre dans le concret. Les jeunes hommes, souvent absents des récits sur l'égalité, sont eux aussi concernés. Dans de nombreuses communautés, ils découvrent que l'autonomie féminine ne réduit pas leurs opportunités, mais peut au contraire stabiliser les foyers et renforcer l'économie locale. Cette prise de conscience encore incomplète ouvre la voie à des rapports sociaux moins antagonistes. Enfin, pour les familles rurales dans leur ensemble, le changement se manifeste
par une reconfiguration lente des attentes. Les normes ne disparaissent pas, mais elles deviennent discutables. Et c'est précisément dans cet espace de discussion que se joue la durabilité de la transformation. Pour que la dynamique enclenchée se transforme en changement durable, une feuille de route claire devient indispensable. L'enjeu n'est plus de proclamer l'intention, mais d'orchestrer des actions coordonnées, mesurables et ajustables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs leviers apparaissent comme structurants s'ils sont activés de manière cohérente. Le premier levier concerne l'éducation. L'extension de l'enseignement secondaire en zone rurale doit rester prioritaire, avec un soutien financier ciblé aux familles à faible revenu. L'objectif n'est pas seulement d'ouvrir des écoles, mais d'assurer la continuité des parcours scolaires. Des indicateurs simples, comme le taux de maintien des filles d'une année sur l'autre, permettent de suivre l'efficacité réelle des dispositifs. Le deuxième levier touche à la santé. La pérennisation des centres récemment ouverts passe par la formation continue des sages-femmes et un approvisionnement régulier en équipements essentiels. Des évaluations trimestrielles de la qualité des soins offrent un outil de correction rapide, évitant que les infrastructures ne se dégradent faute de suivi. Un troisième levier est économique. L'élargissement des programmes de transformation rurale, combiné à des formations professionnelles pour les femmes, renforce l'autonomie locale. L'enjeu est de favoriser l'émergence de chaînes de valeur durables plutôt que des emplois isolés et fragiles. Le quatrième levier est social. La mise en place de comités communautaires mixtes crée des espaces de dialogue entre autorités locales, leaders traditionnels et citoyens. Ces espaces permettent d'ajuster les réformes aux réalités culturelles sans en diluer l'ambition. Enfin, la formation progressive de femmes à des fonctions de décision prépare la relève. Ce point est crucial. Sans transmission institutionnelle, l'élan initial risque de s'éroder. La transformation ne peut survivre que si elle devient collective et mesurable dans le temps. Tout revient finalement à cette journée du 2 novembre, lorsque des mots ont suffi à déplacer un silence ancien. Ce moment, en apparence ordinaire, est devenu un repère symbolique dans la mémoire collective du Burkina Faso. Non pas parce qu'il a tout changé d'un coup, mais parce qu'il a rendu le changement pensable. Ibrahim Traoré n'a pas seulement prononcé un discours, il a ouvert un espace où la société pouvait se regarder sans détour. Le rappel est important. Les transformations décrites ne sont ni abstraites ni lointaines. Elles se matérialisent dans une salle de classe rurale, dans un centre de santé nouvellement ouvert, dans un foyer où une femme apporte désormais un revenu stable. Ces images font écho aux premiers signaux observés après le discours. Des cercles de parole improvisés, des débats locaux, des voix jusque-là absentes. Il y a là un fil conducteur. Ce qui a commencé comme une parole politique est devenu une expérience vécue, parfois fragile, parfois conflictuelle, mais réelle. Le changement n'a pas effacé les traditions, il les a confrontées à de nouvelles attentes. Cette tension, loin d'être un échec, est le signe qu'un mouvement est en cours. À ce stade, l'héritage d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à des réformes ou à des chiffres. Il se mesure à une chose plus rare, la capacité d'un pays à accepter de se poser des questions qu'il évitait jusque-là. Le chemin engagé par le Burkina Faso reste ouvert, incertain et exigeant. Rien n'indique que la transformation sociale amorcée sera simple, ni qu'elle suivra une trajectoire linéaire. Mais une chose est désormais acquise, certaines questions ne peuvent plus être reléguées au silence. Elles se sont installées durablement dans l'espace public, dans les conversations familiales, dans les écoles et les communautés. Ce moment invite à une réflexion plus large, au-delà d'un pays ou d'un dirigeant. Il interroge la manière dont une société affronte ses propres contradictions, négocie entre héritage et avenir, et décide collectivement de ce qu'elle considère comme non négociable. L'égalité, la dignité et la protection des plus vulnérables ne sont pas des slogans abstraits. Ce sont des choix qui se traduisent dans des politiques, mais aussi dans des comportements quotidiens. Pour le lecteur ou le spectateur, l'enjeu n'est pas seulement d'observer. Il est aussi de comparer, de questionner, de mettre en perspective. D'autres sociétés font face à des tensions similaires, à des rythmes différents, avec des résultats contrastés. La question reste donc ouverte. Comment accompagner un changement profond sans rompre le lien social qui le rend possible? Et jusqu'où une nation peut-elle aller lorsqu'elle accepte de se regarder avec lucidité?